Bon, salut tout le monde. On est à la bourre sur la campagne là, donc pour les prochaines semaines, il nous faut un thème bien porteur. Normalement, on aurait fait sur la délinquance, les condamnations des petits délinquants, mais Marine nous a demandé de pas trop en faire en ce moment là-dessus. Donc, qu'est-ce qui nous reste comme bon thème un peu porteur là? Bah si, Hmm. moi je sais, Ouais. le pouvoir d'achat, ça Non, ça concerne fait les gens. chier, ces trucs de Ah, gauchistes, ça. bon, ok. Il fait Ah. chaud, la canicule. Ouais, on s'en fout, c'est les écolos, ça. Non, non, Ok, il nous faut bon, un c'est truc vrai qu'on mieux que s'en ça, fout, on a la mieux, plus clim. porteur. Ah bah si, je l'ai. Ah bah je l'ai. Hmm. Bah les Arabes. Oh putain, c'est bien ça. Ouais, Ah, c'est le super. con. Eh, on refait 6 semaines sur le voile là, je veux rien entendre, hop, on envoie. C'est parti. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le lundi 20 juillet et voilà tout juste 2 semaines que Marine Le Pen nous a annoncé en grande pompe sur TF1 que sa deuxième condamnation pour détournement de fonds publics ne l'empêcherait pas de se présenter à l'élection présidentielle. Autrement dit, ça fait 2 semaines que le petit Jordan de Bardella de Bourbon des Deux-Siciles est retourné ronger son frein de numéro 2 dans le paddock du Grand Prix de Monaco. Fini les grands rêves présidentiels, c'est maman qui reprend les rênes et pour ouvrir le bal de sa 4e campagne à la fonction suprême, Marine Le Pen n'a pas cherché bien loin. Elle a ressorti un vieux tube de son répertoire, l'interdiction du voile dans l'espace public. Mais avant de poursuivre avec ce sujet, j'ai un message à vous faire passer. Le média est en difficulté et pourrait disparaître dans les semaines à venir sans votre soutien. Alors pour sauver notre chaîne et pouvoir être au rendez-vous pour vous en 2027, nous devons réunir 10 000 donateurs mensuels. Alors bonne nouvelle, on est presque à la moitié de cet objectif. Il nous manque un peu moins de 200 donateurs pour y arriver. Alors si vous voulez, vous aussi, apporter une pierre à ce bel édifice collectif, eh bien c'est à partir de 5 € par mois et c'est défiscalisable. Pour cela, rendez-vous sur cap-sur-10k.lemediatv.fr et on revient à l'actu du jour, le RN donc et ses vieilles obsessions frontistes. La semaine dernière, les grosses têtes du parti se sont retrouvées au siège du RN, dans le très prolétaire 16e arrondissement de Paris, pour plancher sur le programme présidentiel. Il était temps, me direz-vous. Alors il faut dire quand même que ces derniers mois, la fine équipe semblait avoir un agenda un peu chargé, entre les condamnations, les recours et les multiples stratégies pour contourner les décisions de justice. Il restait finalement assez peu de temps pour parler politique dans tout ça. Parce que c'est bien beau de nous vendre le duo Bardella-Le Pen comme le ticket gagnant de la présidentielle. Encore faut-il que les deux candidats jouent sur la même partition. Et sur ce point-là, l'harmonie est surtout une belle opération de communication électorale. Parce que derrière les selfies complices et les déclarations de fidélité envers et contre tout, eh bien ce sont vraiment deux stratégies politiques qui s'affrontent en coulisses. Jordan Bardella, il rêve d'une extrême droite sous costume 3 pièces, bon chic, bon genre, compatible avec les dîners du CAC 40, les plateaux de BFM et les investisseurs qu'il faudrait rassurer. Marine Le Pen, elle connaît sa clientèle. Elle sait qu'on ne gagne pas une présidentielle en reniant 50 ans de fonds de commerce. Alors elle continue de flatter les réflexes identitaires qui ont fait le succès du clan Le Pen. Un héritage qui sent toujours aussi mauvais qu'à la grande époque, même s'il faut reconnaître à la fille du Borgne un certain talent pour en masquer la puanteur. Parmi les sujets de discorde habituels entre les deux figures de proue, il y a évidemment la réforme des retraites, par exemple, ou encore plus récemment le projet de loi sur la fin de vie. Pour l'heure, la poussière est légèrement mise sous le tapis de ce côté-là, mais Marine a aussi ses marottes auxquelles elle tient particulièrement. L'interdiction du voile dans l'espace public en est une. Alors le petit Jordan n'a jamais, lui, été très à l'aise avec la question, pas évidemment pour des raisons idéologiques. Il affirme régulièrement qu'il s'agit d'un objectif du parti. En revanche, il a tendance à en repousser l'échéance. Après 2027, avait-il par exemple déclaré aux Parisiens à l'époque de la dissolution en 2024, arguant que l'application était complexe à mettre en œuvre. En privé, Bardella parlerait même d'une position intenable, causant quelques frictions avec Maman Le Pen. Alors il aurait même proposé de renoncer purement et simplement à cette mesure, fin de non-recevoir pour la patronne, qui rabâche depuis 15 ans, elle, que le voile constitue un instrument de soumission de la femme, pour péniblement tenter de masquer évidemment la dimension
résolument islamophobe de sa position. Politiquement, Marine Le Pen, elle est surtout pas prête à renoncer une fois de plus à un marqueur très fort du projet politique dont elle a hérité. Au contraire, elle compte bien en faire un argument de vente majeur. Sauf que le petit Jordan, il a pas tort sur toute la ligne, hein. Même s'il flatte particulièrement les élans racistes de son électorat, le sujet est légèrement inflammable. D'ailleurs, en 2022, Marine Le Pen, elle en a fait l'expérience pile poil pendant l'entre-deux tours. Sur un marché dans le Vaucluse, une femme interpelle la candidate et la questionne justement sur le sort qu'elle réserverait à son voile, porté, je cite, comme un signe de grand-mère. Alors Marine Le Pen, bouche bée, botte en touche, elle tente péniblement de distinguer les vieilles dames des jeunes filles qui, elles, évidemment, seraient des islamistes en puissance. Bref, au final, elle s'enlise et tout ça pose un évident problème, en plus du reste, d'égalité des droits et donc de constitutionnalité bien encombrant quand on se dit démocrate. Mais voilà, 5 ans plus tard, la candidate a trouvé une parade à ce dernier problème. Et c'est Sébastien Chenu qui en fait l'annonce la plus officielle un jeudi dernier dans la matinale de France 2. Mais sur le port du voile, vous savez, nous en sommes toujours à l'idée que ce voile est un instrument politique de l'islamisme. Et donc, par conséquent, il a vocation d'abord à être interdit dans la sphère publique. Maintenant, nous sommes pour l'utilisation du référendum, nous nous réservons le droit de pouvoir le faire, mais ce que nous voulons, c'est faire reculer le port du voile, symbole de l'islamisme et de la soumission de la femme dans notre pays. Vous avez repéré la parade ? Non, attendez, je vous en remets un petit coup, ça c'était encore ce matin sur TF1. L'objectif, c'est qu'on ne voit plus le voile, symbole de l'islamisme dans notre pays. Et qu'on ne voit plus ou qu'il soit interdit dans la rue ? Mais d'abord qu'il passe à travers un référendum par l'interdiction dans l'ensemble des bâtiments publics. Mais vous ne vous engagez pas à essayer de l'interdire dans la rue ? C'est notre objectif à terme, c'est qu'il n'existe plus dans la rue. Bah oui, au milieu de tout ce déballage islamophobe, le mot qu'il faut retenir, c'est bien entendu référendum. Parce que le référendum, c'est justement la botte secrète du RN et de Marine Le Pen. Une façon très pratique de contourner tous ces détails un peu encombrants là qu'on appelle l'état de droit. Excite tous les problèmes liés aux principes constitutionnels tels que l'égalité des citoyens devant la loi ou la liberté religieuse, la liberté d'expression et de communication, cette fois-ci consacrée dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ou encore le principe de laïcité, fondement cette fois de la Ve République qui garantit, on le rappelle, le libre exercice de la religion et le respect de toutes les croyances. Alors en empruntant la voie de la consultation du peuple, Marine Le Pen, elle se retire une grosse épine du pied. Et tout ça, c'est grâce à une décision datant quand même de 1962, consacrant que le Conseil n'est pas compétent pour contrôler la constitutionnalité des lois référendaires qui, je cite, constituent l'expression directe de la souveraineté nationale. Autrement dit, quand la Constitution risque de dire non, il reste toujours la possibilité de demander directement au peuple de dire oui. En gros, elle nous refait le coup de la volonté du peuple face à celle des juges. Exactement la même chanson que lorsqu'elle se fait prendre la main dans le sac, enfin plutôt dans la caisse du Parlement européen. D'un côté, elle, c'est la porte-voix du peuple, évidemment. De l'autre, il y a des magistrats transformés en ennemis de la démocratie dès qu'ils rendent une décision qui ne lui plaît pas. Alors, ces petits ennuis judiciaires récents ont quand même eu des vertus insoupçonnables jusque dans son programme pour la présidentielle. Bon, enfin, si c'était si simple, ça se saurait. Encore faut-il que le fameux référendum soit possible, parce que le fameux article 11 de la Constitution, celui qui permet ces référendums et que Marine Le Pen veut dégainer comme un joker démocratique, c'est pas non plus un grand buffet à volonté où l'on pourrait faire voter les Français sur tout et n'importe quoi, vous voyez. Il prévoit évidemment des référendums sur des causes précises, en l'occurrence l'organisation des pouvoirs publics, les réformes économiques et sociales ou encore certains traités internationaux. Or, certains constitutionnalistes voient mal comment le port du voile dans l'espace public pourrait entrer dans ce périmètre-là. Ils disent que le lien avec la politique sociale de la nation serait difficile à trouver. On peut les comprendre. Disons qu'il faut quand même une sacrée dose d'imagination juridique pour transformer une restriction de liberté publique en réforme sociale. Mais bon, on n'est pas à ça près.
Alors Marine Le Pen, elle a peut-être trouvé une sorte de porte de sortie face au Conseil constitutionnel. Certes, encore faut-il qu'elle puisse donc l'ouvrir. Mais ce n'est pas tout, car même si le référendum passait cette première barrière, il resterait encore d'autres obstacles, notamment les juges, encore eux. Alors, contrairement à une idée reçue, la loi adoptée même par référendum n'obtient pas un passe-droit magique non plus. Elle doit toujours respecter notamment les engagements internationaux de la France. On peut réciter la Convention européenne des droits de l'homme, et c'est là que ça pourrait éventuellement coincer. Oui, parce que même si une loi française finissait par voir le jour, une femme verbalisée pour avoir porté un voile pourrait toujours contester la sanction devant un juge en invoquant justement une atteinte disproportionnée à sa liberté religieuse. Alors autrement dit, le référendum, c'est pas un grand bouton rouge magique qui pourrait permettre d'éteindre l'état de droit comme le voudrait le RN. En revanche, le parti semble quand même avoir pris un petit goût là pour les parties de ping-pong institutionnel. Et puis, politiquement, de toute façon, l'opération reste très rentable à court terme parce que ça fera évidemment beaucoup parler. Et puis, même sur le long terme, puisque en imaginant que ça voit le jour, en cas de blocage, le scénario serait déjà écrit. Ce n'est pas le projet qui aurait un problème, ce serait encore une fois les juges rouges qui empêcheraient la volonté populaire de s'appliquer. On ne connaît décidément que trop bien la chanson. Alors pour s'assurer de passer entre les gouttes quand même, les représentants du RN s'assurent aussi de paver leur loi raciste de bonnes intentions. Bien sûr que non, cette loi n'est pas sexiste et stigmatisante d'une religion. Vous n'avez rien compris, braves gens. Attendez, Jean-Philippe Tanguy, le député RN, va tenter de vous l'expliquer. Il ne faut pas qu'il y ait d'incompréhension parce qu'il ne faut pas que l'interdiction du voile islamique soit compris comme une mesure contre la foi musulmane et le respect des Françaises et des Français qui respectent les valeurs de la République et qui ont des pratiques religieuses. Donc il faut comment toujours vous faites pour que ce s'améliorer. ne soit pas perçu comme ça si vous l'interdisez ? C'est dans la présentation de la mesure, dans l'explication que c'est pour lutter contre l'idéologie islamiste et pas la liberté religieuse et que c'est pas des choses concomitantes. Voilà. Et d'ailleurs, c'est une bataille qui existe dans les pays de culture, les civilisations musulmanes. Le voile islamiste a été présenté comme un moyen, malheureusement, de propager l'idéologie islamiste contre les droits des femmes et contre les libertés des musulmans d'ailleurs, parce que quand les islamistes gouvernent ou essaient d'imposer leurs lois, c'est toujours contre les musulmans. Ce sont les premières victimes de l'islamisme, ce sont toujours les musulmans. Et oui, le RN a trouvé la formule, ce n'est pas le voile qu'il veut interdire, c'est l'idéologie islamique. Alors on ne sait pas très bien si c'est une question de tissu, de longueur de motif ou de couleur, mais visiblement, dans leur grille de lecture, tout ceci est très clair. Et puis pour le reste, ils pourront toujours demander quelques conseils à Gabriel Attal, qui, on le rappelle, s'était lui aussi transformé en inspecteur des ourlets pour vérifier si les robes de certaines lycéennes, a fortiori musulmanes ou d'apparence arabe, passaient le test de la laïcité. Alors quand on vous dit que les macronistes sont le marchepied du RN, la preuve est encore là. En tout cas, toutes ces subtiles distinctions des uns et des autres sont bien pratiques pour éviter le sujet qui fâche, celui évidemment de l'atteinte manifeste à la liberté religieuse des femmes musulmanes, parce que c'est explicitement d'elles qu'il s'agit. Elles ne sont pourtant pas les seules à se couvrir les cheveux pour des principes religieux, mais ce sont pourtant les seules à être ciblées, stigmatisées par la proposition du RN. Et d'ailleurs là, on assiste à un subtil également revirement idéologique dans les rangs du parti. En septembre 2012, Marine Le Pen affirme pour la première fois sa volonté d'interdire le voile dans l'ensemble de l'espace public et plus seulement dans les services publics. C'est une nouveauté. Alors à cette époque, elle étend cette position à d'autres signes religieux, comme notamment la kippa. Mais depuis 2021, changement un peu de braquet. C'est à cette date qu'intervient le dépôt d'une proposition de loi et on y voit subtilement plus apparaître le terme de voile, justement. Le RN ne cible plus alors que les idéologies islamistes dans ses textes, précisant notamment, je cite, « les signes ou tenues constituant par eux-mêmes une affirmation sans équivoque et ostentatoire des dites idéologies ». Voilà, un grand flou juridique, mais malgré toutes ces circonvolutions, Sébastien Chenu, lui, il se veut beaucoup moins mystérieux quand on gratte un peu. Pour lui, c'est simple, l'islam serait la seule religion concernée par les extrémismes et le voile en serait un signe, quoi qu'il arrive. Donc voilà,
Plus de voile pour les musulmanes, emballer, c'est peser, et le tout avec une petite leçon de morale, pas piquer des verres pour le journaliste au passage. Écoutez. Mais les autres religions n'ont pas de problème. Je ne parle pas de la religion islam, je viens de vous dire de l'islamisme. C'est pas un texte contre une religion, c'est un texte contre une dérive, une idéologie. En général. Une idéologie, mais vous confondez l'islam et l'islamisme, ce que je ne fais pas. Et vous devriez faire très attention parce que je pense que autant l'islamisme est cette dérive mortifère qui fait des victimes dans notre pays, qui soumet des femmes, autant le fait de pratiquer sa religion comme n'importe quelle religion. Mais en l'occurrence, c'est tous les voiles que vous voulez interdire. Le voile, c'est la revendication de l'islamisme. Et aujourd'hui, vous estimez que c'est la même chose. Et aujourd'hui, encore plus d'ailleurs. Il est souvent pris d'ailleurs comme tel par des jeunes filles qui veulent, ou parfois parce qu'elles sont obligées de le faire, mais parfois elles le font très volontairement, qui veulent marquer une différence et une rupture avec l'État républicain. Trèfle de plaisanterie ou de baliverne, on ne sait plus. Le RN peut multiplier les contorsions sémantiques, remplacer le mot voile par idéologie islamiste et emballer le tout dans le grand récit de la défense républicaine. Le fond du projet, lui, ne change pas. Il ne changera d'ailleurs jamais. Depuis des décennies, l'extrême droite constitue son récit politique autour d'une cible privilégiée, les musulmans de France et plus largement toutes celles et ceux qu'elle associe à l'immigration et à l'altérité arabe. Le voile n'est ici qu'un étendard sexiste parmi d'autres, un symbole pratique chargé de toutes les peurs que le RN cherche à attiser. Derrière la défense affichée de la laïcité, de la lutte contre l'islamisme ou du séparatisme, que sais-je, il y a une vieille mécanique politique, toujours la même, désigner une partie de la population comme étrangère au corps national, comme un problème à corriger, à contrôler, voire carrément, si possible, à faire disparaître de l'espace public. Et cette ficelle, elle n'a évidemment rien de nouveau. L'histoire de l'extrême droite, en France comme ailleurs, regorge de ces boucs émissaires transformés en menaces collectives pour justifier toujours plus de haine et d'exclusion. Alors oui, le RN peut parler de république, d'émancipation ou de souveraineté populaire tant qu'il veut pour se donner le bon rôle. Quand on gratte le vernis, on retrouve toujours la même stratégie, fabriquer un ennemi de l'intérieur pour mieux rassembler autour de la peur et se faire élire, évidemment. L'histoire nous l'a montré 1000 fois, l'extrême droite ne manque jamais d'ennemis à fabriquer. Tenez-vous-le pour dit. Et avant de continuer avec le reste de l'actualité, je vous rappelle notre objectif de 10 000 donateurs mensuels pour sauver le média. Aidez-nous à continuer à vous informer. C'est à partir de 5 € par mois et c'est défiscalisable. Pour cela, rendez-vous sur cap-sur10k.lemediatv.fr. Notre survie ne dépend que de vous. Et puis vous le savez, si vous aimez le récap, que vous avez envie qu'on discute ensemble, de choisir et de proposer des sujets, eh bien je vous attends sur le canal Instagram. Le lien pour le rejoindre est dans la barre d'infos YouTube. L'Assemblée nationale s'est prononcée ce lundi sur la loi d'urgence agricole présentée par le gouvernement comme une réponse à la crise du monde paysan et aux mobilisations qui ont marqué ces derniers mois. Le texte prévoit notamment de simplifier certaines normes, d'accélérer des projets d'aménagement agricole et de faciliter l'accès à l'eau pour certains exploitants. Mais le débat se concentre sur une question, faut-il réautoriser l'acétamipride, un insecticide de la famille des néonicotinoïdes, interdit jusqu'ici en France. Alors le débat ne traverse pas seulement les bancs de l'Assemblée nationale, il divise aussi le gouvernement. D'un côté, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, défend un texte qu'elle présente comme une réponse attendue par les agriculteurs et indispensable pour préserver la compétitivité du secteur. De l'autre, la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, maintient, elle, son opposition au retour de ce pesticide, estimant que les enjeux environnementaux ne peuvent pas être sacrifiés. Et en tout cas, le sujet, il intéresse les Français qui seront pour sûr attentifs au choix des députés, parce que souvenez-vous, il y a un an, la loi du sénateur Laurent Duplon prévoyant justement le retour de l'acétamipride, elle avait suscité une forte mobilisation citoyenne contre elle, avant que cette disposition ne soit effectivement censurée par le Conseil constitutionnel.
Un mauvais polar, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Reporters sans frontières. On vous explique. Dans une enquête publiée aujourd'hui, RSF et le journal L'Essor Savoyard accusent plusieurs personnes de la mairie d'Annecy d'avoir organisé début juin l'achat massif d'exemplaires de l'hebdomadaire afin d'étouffer une affaire de viol. Et pour cause, la une du journal ce jour-là portait sur des accusations de viol qui pèsent sur l'adjoint au maire, Anthony Granger. Il y avait à l'intérieur du Canard le témoignage notamment d'une victime présumée. Alors Anthony Granger avait été mis en retrait de ses fonctions plusieurs semaines après les révélations, mais il a toujours contesté ces accusations. Selon RSF, dès l'ouverture des kiosques, des acheteurs se sont présentés à différents points de vente pour acheter par dizaines, parfois par centaines, le journal local. Certains acheteurs auraient invoqué des exposés scolaires pour convaincre les commerçants de leur céder la totalité de leur stock. RSF raconte même que des personnes se sont fait passer pour des journalistes de l'Essor Savoyard et ont acheté 146 exemplaires du journal en prétextant une erreur d'impression qui se serait glissée dans le numéro. Et il serait en fait lié à la mairie d'Annecy. Certains employés auraient même témoigné anonymement et affirment que la consigne d'acheter massivement l'hebdomadaire leur a été donnée de plus haut. La mairie d'Annecy, quant à elle, conteste toutes ces accusations une fois encore. Haïfa Mzaloua, en charge de l'enquête de RSF, parle quant à elle d'une opération absurde et ajoute, je la cite, « Le signal est grave. La presse d'information locale est un contre-pouvoir évidemment essentiel. Il faut la protéger et non chercher à la faire taire. D'autant plus que ce n'est pas la première fois que des politiques usent de ce stratagème pour étouffer une affaire. Aux médias, nous avons essayé de joindre la mairie d'Annecy. À l'heure où nous enregistrons, personne ne nous a répondu. Netanyahou est persona non grata à New York. Le maire de la ville, Zoran Mamdani, assure qu'il fera tout ce qui est juridiquement possible pour faire appliquer le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Benyamin Netanyahou si le Premier ministre israélien se rend à New York en septembre à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU. Une déclaration hautement politique dans un pays qui ne reconnaît pas la compétence de la CPI. Visé par un mandat d'arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés dans la guerre menée à Gaza, Benyamin Netanyahou bénéficie toutefois des protections diplomatiques accordées au chef de gouvernement en visite officielle. Mamdani reconnaît que la question est juridiquement complexe et dit consulter les services de la ville pour connaître les marges de manœuvre dont il dispose. Les propos du maire de New York ont immédiatement suscité l'indignation du gouvernement israélien et relancent le débat sur l'attitude des responsables américains vis-à-vis de la justice internationale. Au-delà de cette polémique, cette affaire, elle révèle surtout les fractures au sein de la société américaine sur le génocide en cours à Gaza. Et on continue avec la guerre Iran-États-Unis. Les combats entre les deux pays se poursuivent et même s'intensifient. Washington a mené une nouvelle campagne de frappe sur plusieurs sites iraniens, notamment dans une ville portuaire où se trouve la seule centrale nucléaire civile en fonctionnement. Téhéran a riposté par des attaques de drones visant des pays du Golfe, accueillant des bases américaines. Depuis plusieurs jours, le même scénario se répète inlassablement. L'Iran affirme de son côté qu'il est en guerre totale avec les États-Unis et assure poursuivre la résistance, tout en ne fermant pas la porte aux négociations. Les pourparlers par intermédiaires sont donc toujours en cours. Le ministre iranien de l'Intérieur doit d'ailleurs se rendre au Pakistan, pays médiateur dans ce conflit. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube et via email si vous nous regardez à la télé. Et n'oubliez pas, rendez-vous sur capsurdika.lemediatv.fr pour devenir un de nos 10 000 donateurs mensuels et sauver notre chaîne. Un grand merci à vous et surtout une très bonne soirée sur le média.